de sages sur l'identité de genre. Un rapport qui a été accueilli froidement par plusieurs représentants et représentantes de communautés de la diversité sexuelle et de genre. Et on va en discuter aujourd'hui avec Denis Martin Chabot, animateur de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M dans le cadre de la chronique queer, ici à l'émission. Bonjour Denis Martin. Bonjour Florence. Ça va bien? Ça va très bien. Moi, mes vacances s'en viennent. Et j'annonce ça à toute la planète. Revenons au cœur du sujet. Oui. Donc, qu'est-ce que ce fameux comité de sages? Alors, ce comité a été mis en place par le gouvernement du Québec dans la foulée, si vous vous rappelez, des contre-manifestations et des manifestations et contre-manifestations à l'automne 2023. Mm-hmm. C'était notamment sur toutes les questions d'identité de genre à l'école, la présence de drag queens dans les lectures de contes, pas dans les écoles, on s'entend dans les bibliothèques où la participation est optionnelle. Il y avait eu aussi le ministre Drainville en mai 2024 qui avait interdit, il avait mis dans une directive, il y avait donc l'interdiction de construire des toilettes collectives mixtes dans les écoles. Et puis, il y a une autre controverse, on se rappelle, l'utilisation de MX, là, la dénomination non genrée entre madame et monsieur, pour une enseignante qui voulait se faire appeler Mix Martine. Donc, évidemment, ça a soulevé tout un tollé et on a formé un comité avec le mandat, non pas de décider à la place du gouvernement, mais plutôt de l'aider à obtenir un portrait clair et élaboré de ce qui se passe ici, mais aussi ailleurs. Alors, je vais parler des membres de ce comité, c'est important. C'est quand même pas, les gens qui sont sur le comité ont des qualifications, on s'entend, on ne va pas quand même réduire ça, mais pas beaucoup de personnes. En fait, pas de personnes. On va y revenir, des communautés, oui. Donc, Diane Lavallée, qui a notamment été présidente de la FIC, présidente du Conseil du statut de la femme, curatrice publique, coordonnatrice de la sécurité civile et chef de service à la direction de la santé publique. Elle était la présidente donc de ce comité, accompagnée du docteur Jean-Bernard Trudeau, qui a entre autres été gestionnaire dans le réseau de la santé et directeur général adjoint au Collège des médecins. Et enfin, Patrick Taillon, le troisième sage, professeur en droit constitutionnel et droit et liberté de la personne à l'Université Laval, spécialiste donc des droits de la personne. Et on va revenir parce que justement, tu viens de le mentionner, mais il n'y a aucune de ces personnes-là, aucun de ces membres qui représentent les communautés queer. Donc, c'est quand même un choix. On peut se permettre de soulever quand même certains questionnements. J'y reviendrai, mais juste pour le dire, c'est que si on faisait un comité de sages pour parler du droit à l'avortement, je serais surpris qu'il n'y ait pas de femmes sur ce comité-là. Et ce serait tout à fait logique. Et puis, c'est la moindre des choses d'inviter les personnes concernées, finalement. Mais on va y revenir. Donc, sans surprise, ce comité, justement, pour ces raisons-là, n'a pas fait et ne fait toujours pas l'unanimité. Oui, donc, lors du dépôt du volumineux rapport, ça s'est fait dans la controverse, c'était vendredi. Deux personnes militantes trans ont été expulsées par la police de l'édifice Marie Guyard, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien complexe G qu'on appelait ça dans le temps, où avait lieu le dévoilement du rapport. Un rapport de 215 pages, rédigé donc par les trois sages, donc, et qui parle donc d'une série de suggestions, parce qu'ils font des recommandations, mais en fait, c'est plus des suggestions, parce qu'ils ne veulent pas dire au gouvernement quoi faire, c'est à eux de gérer par la suite. Donc, c'est un fait donc, qui est dénoncé par beaucoup de personnes de la diversité sexuelle et de genre, le fait, comme on a dit, que ce n'était pas des personnes de la communauté. Donc, on y reviendra. Bien, pourquoi, selon toi, en fait, on a pris la peine de mettre en place un comité de sages pour représenter, pour aider les communautés et qu'on a mis personne issue de ces communautés-là au sein du comité? Je ne peux pas répondre au nom du gouvernement, mais mon expérience me dit que souvent on remet des comités, des groupes d'enquête, des questions qui sont trop compliquées ou qui sont trop controversées pour éviter d'avoir à prendre la décision. On le voit, les rapports souvent sont tablettés. Donc, cette époque-là, ces questions-là étaient quand même assez grandes. Ça soulevait des passions. Et le gouvernement, donc, peut-être a voulu capitaliser au niveau politique en créant ce comité, en disant, regardez, je fais quelque chose. Donc, ce n'était pas nécessairement par volonté qu'il y ait un réel changement? Bien, j'ose croire qu'il voulait quand même faire quelque chose, mais j'avoue que la nomination de aucune personne trans, aucune personne non-binaire sur ce comité, c'est curieux.
C'est curieux. On peut en rester là pour Je l'instant. vais rester là parce que comme chroniqueur, comme journaliste, je ne peux pas me permettre d'aller plus loin que ça. Mais c'est curieux quand même. Mais on va revenir sur les conclusions du tel rapport parce Ouais. que, comme on disait, il n'a pas fait l'unanimité. Donc, c'est quoi les conclusions principales? Ben, des conclusions qui sont quand même intéressantes. On voit qu'il y a quand même une grande ouverture d'esprit de la part des trois sages. Et puis, c'est quand même, on va leur donner le crédit pour Oui. ça. Donc, on veut conserver dans les écoles, oui, les toilettes pour les garçons, les toilettes pour les filles, mais on propose d'aménager davantage de toilettes et de vestiaires universels à l'usage individuel. Donc, ça existe dans plusieurs restaurants, plusieurs commerces ici à Montréal déjà. Donc, ce seront des toilettes universelles qui peuvent être utilisées par tout le monde, dont les personnes trans, les personnes non-binaires. On veut aussi mieux inclure les parents, et là, ça, c'est un petit peu controversé. On veut inclure les parents dans le processus de transition des enfants de 14 ans et plus, et notamment pour de rendre plus explicite le devoir de l'école d'encourager l'élève à informer ses parents de sa démarche de transition. C'est quand même pas aussi pire que l'on fait la Saskatchewan, puis bon, ça a été enlevé maintenant, le Nouveau-Brunswick, où les écoles sont obligées d'avertir les parents lorsqu'un enfant utilise un autre genre, un autre prénom, un autre pronom. Et on sait que souvent, quand ces enfants-là passent par cette transition, c'est pas toujours bienvenu par les parents, et c'est le seul endroit qu'on appelle un safe space, un espace bienveillant, ça devient l'école. Alors, en forçant cette divulgation, ça cause des problèmes. Ce n'est pas ce qu'ils proposent, mais on essaie d'encourager les enfants à aller à faire cette divulgation aux parents. Mieux informer et encadrer les médecins. On veut éviter que des médecins, après 15 ou 20 minutes, prescrivent des hormones à un enfant de 14 ans. C'est admissible, c'est ce qu'a dit la présidente du comité, Diane Lavallée. Encore là, moi, je suis un petit peu perplexe. Il y a eu un reportage sur Radio-Canada où on a vu quelques médecins qui l'ont fait, mais on s'entend que c'est... Un reportage controversé aussi. Oui, très controversé, oui. Mais on s'entend quand même que ce n'est pas la grande majorité des médecins qui font ça. Puis je trouve que s'attarder là-dessus, on laisse entendre que de vouloir faire une transition, ou du moins, on ne fait pas de transition avant l'âge de 18 ans. Alors, ça ne se fait pas, il n'y a pas de chirurgie, c'est des bloqueurs de puberté qu'on a nos enfants. Donc, je reste là-dessus. Aussi de recourir au service d'un sexologue au minimum par centre de service scolaire pour aider les écoles dans l'éducation à la sexualité. Ça serait bien qu'il y ait des cours d'éducation à la sexualité, d'abord et avant tout. Après ça, on pourra avoir un sexologue. C'est mon petit commentaire parce qu'il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. Sur la question sensible de la participation au sport, et en particulier des femmes trans dans les équipes féminines, le comité n'a pas fourni de réponse tranchée et ne se prononce pas sur le sport d'élite car ces règles sont régies par des fédérations. Ça encore, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, on devrait arrêter d'avoir des compétitions hommes-femmes, mais des compétitions selon la taille, la grosseur, la grandeur, la force de la personne. Et on pourrait peut-être voir des femmes qui font compétition à des hommes dans des sports, mais qui vont gagner, parce qu'il y a rien qui empêche une femme de développer sa musculature, d'être capable de faire autant qu'un homme. Ça se voit, ça se fait. Je dis ça, c'est une suggestion, je ne suis pas expert. Et quant au sport civil et scolaire, le comité recommande d'établir un guide et des directives à l'issue d'un travail entre le gouvernement, les équipes et les fédérations. En somme, il renvoie la balle dans le camp gouvernemental. Et pour revenir encore aux réactions, donc comme tu as dit, chacune des mesures, pas chacune des mesures, mais certaines des mesures sont controversées. Comment les personnes concernées, les personnes trans et non-binaires ont-elles réagi? Comme je l'ai mentionné plus tôt, le dépôt du rapport, la journée même du rapport a été marqué par un coup d'éclat de militants et militantes transgenres. Alors, ils étaient 3, munis d'une banderole, ils sont présentés à l'édifice Marie-Guyard, là où le rapport a été présenté aux journalistes. Des fonctionnaires leur ont refusé l'accès et la police a dû intervenir pour les déloger. Alors, Judith Lefebvre du mouvement transféministe a dit « C'est un comité fantoche qui n'a pour but que de valider les idées du gouvernement. On a 3 cisgenres qui décident pour nous. » Les 3 sages ont reconnu qu'ils ne faisaient pas partie de la minorité au cœur du rapport. Mais on a pu compter sur la collaboration du Conseil québécois LGBT qui représente plus de 80 organismes, a indiqué donc la présidente Diane Lavallée. Le Conseil québécois LGBT qui a en effet collaboré avec les sages déchantait vendredi, toutefois, parce que sa directrice a d'abord déploré ne pas avoir reçu le rapport avant la journée du dépôt, alors qu'on leur avait promis de le faire. On n'a pas eu l'occasion de lire le contenu du rapport, alors c'était l'engagement du gouvernement de nous le fournir d'avance, a déploré au bout du fil Magali Boudon, qui est directrice générale du Conseil. Quant à l'argument de Mme Lavallée voulant que le comité soit plus représentatif puisqu'il a consulté le Conseil, Mme Boudon n'est pas d'accord. Est-ce qu'on peut, et je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer un comité sur le droit à l'avortement qui n'aurait aucune femme sur le comité? Poser la question, c'est y répondre. Je te mets un peu sur le spot, comme on dit en bon français, mais qu'est-ce que tu espères, Denis Martin, pour la suite, justement? Présentement, ce que j'espère, c'est que les gens, à un moment donné, moi je pourrais dire, ralentissent ou modèrent leur transport.
Tu sais, j'anime une émission à la radio, j'ai fait souvent des entrevues sur des sujets trans, et il a fallu que je gère ma page Facebook pour empêcher les gens de commenter. Parce que là, on ne parle pas de commentaires, on parle moi, je vais vous le dire, un vomi haineux. Là. J'ai 300 commentaires en un week-end. D'abord, c'est très difficile pour la personne qui est moi, là, qui lit ça. Puis après, je me dis, mais il faut vraiment que les gens là, arrêtent il y a comme une colère qui s'exprime. Ça ne peut pas aider la discussion. On ne peut pas avoir ce genre de débat quand il y a une partie qui est complètement intolérante vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Moi, des fois, je mets peut-être un bon verre de vin à se calmer. Mais sérieusement, je ne veux pas minimiser les questions trans et non-binaires. C'est des questions très importantes. Puis on avait déjà parlé de la montée de l'intolérance aussi Ah à oui. l'émission, donc elle est bien réelle, Elle est bien documentée réelle. Ah oui, aussi. puis les chiffres démontrent aussi qu'il y a beaucoup de violence en ligne, il y a beaucoup d'incidents violents contre les personnes des minorités sexuelles, on le voit. Ça se documente. Alors, on est dans un drôle de monde. Peut-être aussi commencer à inclure les membres des communautés concernées dans ces débats-là, dans les discussions, dans les comités comme le comité de sages, ce serait pas une bonne première étape? Ça serait probablement une bonne idée. Puis moi, j'ajouterais que peut-être qu'un jour, on devrait débrancher les réseaux sociaux, mettons pour 24 heures, que les gens puissent se parler de vive voix. Et non pas derrière, et que se rendre compte que la personne qui reçoit le commentaire, c'est un être humain. Ah, ben, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Denis Martin. Merci.